pratique où la chirurgie biliaire peut entraîner des plaies biliaires, mais des lithiases biliaires peuvent emporter un patient à travers une pancréatite aiguë. Est-ce qu'il y a un changement? C'est ce qu'on va voir. Donc, il y a sûrement un changement de la prise en charge de la pancréatite aiguë. Et vous vous rappelez tous, il y a 20 ans, que la pancréatite aiguë est synonyme d'un mise à jeun strict, synonyme de sonde gastrique d'aspiration continue, synonyme de cathéter central, synonyme de beaucoup d'autres choses. Donc le changement, elle a été également marqué par la multiples guidelines qui ont été publiées depuis 1988, environ 30 guidelines, en passant par la conférence française de gastro-entérologie de 2001 et de l'Association internationale de pancréatologie en 2002. Et en 2012, à Miami, à l'initiative de l'Association internationale de pancréatologie et de l'Association américaine pancréatique, une conférence qui a été déroulée à Miami et des recommandations, nouvelles recommandations qui ont été reportées. Donc, quel en est du diagnostic positif? Est-ce qu'il y a un changement? Là, il n'y a pas vraiment un grand changement. Donc, comment diagnostiquer une pancréatite aiguë? C'est la même chose. Devant une douleur abdominale de type pancréatique évocatrice associée à une lipasémie supérieure à 3 fois la normale, c'est une pancréatite aiguë. Ce qu'on peut dire qu'il y a de nouveau, c'est qu'il y a aussi l'introduction de l'amylase qui a été retenue comme fiable dans le diagnostic de la pancréatite aiguë, c'est supérieur à 3 fois la normale. Mais comme vous savez tous, la courbe de l'amylase elle est rapide, elle augmente en quelques heures après le début de la pancréatite aiguë, de la crise, et elle diminue rapidement dans les 48 heures. Donc s'il faut la doser, il faut la doser rapidement aux urgences. L'imagerie, notamment la TDM, n'est pas obligatoire, sauf si un de ces deux premiers critères fait défaut. Par ailleurs, aucun autre test n'a prouvé son intérêt dans le diagnostic positif de la pancréatite aiguë. Qu'il en est du diagnostic étiologique, c'est là où il n'y avait pas vraiment un standard dans le diagnostic étiologique de la pancréatite aiguë. Donc, les dernières recommandations, c'est qu'il faut faire un dosage en urgence à admission du malade, d'un dosage des enzymes hépatiques, de la triglycéride et également de la calcémie. Et en plus de ça, une imagerie qui devrait être réalisée en urgence, c'est l'échographie abdominale, pour détecter une lithiase vésiculaire avant qu'elle soit éventuellement induite par le jeûne du malade. Donc on insiste sur le fait que ce bilan devrait être réalisé en urgence. Pourquoi? Parce que si vous voyez que les transaminases, par exemple, s'ils ont été réalisés en moins de 48 heures, ils ont une valeur prédictive positive de 85% pour le diagnostic d'une migration lithiasique. Alors que plus de 48 heures, leur dosage n'a aucun intérêt. De même chose pour l'hypertriglycéride qui se normalise rapidement en quelques heures. Au moins, ils vont passer au-dessous du seuil pancréatotoxique qui est de 10 millimoles. J'attire l'attention que c'est la calcémie qui est toxique pour le pancréas, donc le dosage du parathormone n'a aucune utilité dans le diagnostic étiologique de la pancréatite aiguë. Au-delà de ce premier bilan, il a été réalisé, on n'a pas encore de cause évidente de pancréatite aiguë. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, les dernières recommandations, ils recommandent en première intention l'écho-endoscopie. Donc, des études ont montré que dans 32 à 88% des pancréatites aiguës, l'écho-endoscopie a redressé le diagnostic en montrant soit un sludge biliaire, des microcalculs ou des signes de pancréatite chronique. La pancréato-IRM, elle est indiquée en deuxième intention à la recherche d'anomalies morphologiques rares ou un obstacle tumoral. Là, je veux juste ajouter que pour les recommandations françaises, c'est l'inverse. Les Français recommandent de commencer par la pancréato-IRM. Pourquoi? Parce qu'ils disent que c'est moins invasif que l'écho-endoscopie et les microcalculs, ils sont aussi bien visibles à la pancréato-IRM qu'à l'écho-endoscopie en dehors d'une minorité de calculs. Donc, en troisième ligne, si l'étiologie reste toujours non identifiée, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut soit refaire le bilan et en même temps demander un conseil génétique, simplement un conseil génétique à la recherche des pancréatites héréditaires et pas nécessairement un test génétique. Finalement, chercher une pancréatite auto-immune par la biologie seule, sans argument radiologique, n'est pas recommandé.
Alors, à côté du diagnostic positif et étiologique, qu'il en est du diagnostic de la gravité de la pancréatite aiguë, c'est là où vraiment le changement il est radical. Et si vous vous rappelez tous que le score de Ranson il a trôné le diagnostic de gravité de la pancréatite aiguë, et ceci depuis 1973, sincèrement, on n'a jamais pu calculer ce score aux urgences, personnellement, dans notre CHU. Donc, ce score il a été enterré avec toutes ces variantes. Et le meilleur score, le seul score soi-disant retenu dans le dernier consensus, c'est le score du syndrome de réponse inflammatoire, au CIRS, que vous connaissez tous, qui comporte une température supérieure à 38 ou inférieure à 36, fréquence cardiaque supérieure à 90 battements par minute, une fréquence respiratoire plus de 20 cycles par minute, ou une pression artérielle en CO2 moins de 32 mm de mercure, et une hyperleucocytose supérieure à 12 000 ou inférieure, ou leucopénie inférieure à 4 000. Donc, c'est un score qui est facile à mesurer et qu'on peut facilement reproduire chez le malade. Donc, ce score il a été retenu. Pourquoi? Parce qu'il a une sensibilité de 100% dans la prédiction de la sévérité de la pancréatite aiguë. Et également, ce score s'accompagne d'une mortalité de 8% en cas d'un CIRS transitoire. Et la mortalité remonte à 25% en cas d'un CIRS qui dépasse les 48 heures. Alors, les autres marqueurs et scores, aucun de ceux-ci n'a été retenu parce qu'il n'est pas, aucun n'a montré une nette supériorité par rapport à un score, à un CIRS persistant. Alors, faut-il faire un scanner? En urgence, non, il n'y a pas d'indication, sauf s'il y a un doute diagnostique, comme on avait dit, s'il n'y a pas les deux critères principaux de la pancréatite aiguë n'ont pas font défaut à l'admission. Donc à ce moment, on peut faire le diagnostic. Éventuellement, on peut le réaliser sans injection. Et ça, il faut en convaincre les radiologues parce que la plupart des temps, ils nous refusent de faire un scanner sans injection, alors que c'est recommandé de le faire à l'admission s'il y a un problème d'insuffisance rénale fonctionnelle. Plus tard, le scanner est recommandé en cas pour confirmer la sévérité de la pancréatite aiguë ou en cas de non-réponse aux traitements initiaux et détérioration de l'état clinique du patient. Quand est-ce faut-il faire le scanner? Le meilleur moment, c'est entre le 3e et le 4e jour après le début des symptômes de la pancréatite aiguë. Vous savez très bien que le traitement de la pancréatite aiguë, c'est l'équilibration hydroélectrolytique. Donc, quelle est le meilleur soluté? Les études ont montré à travers une étude multicentrique que le Ragirlactar, c'est le seul soluté qui est vraiment montré son supériorité par rapport aux autres et il est recommandé, donc il est plus efficace dans la prévention du syndrome inflammatoire. Faut-il transférer un patient dans un centre spécialisé? Oui, dans les formes sévères. Forme sévère, ça veut dire un CIRS qui est persistant, alors que se baser seulement sur les marqueurs inflammatoires, ce n'est pas recommandé pour dire que c'est une forme sévère. Donc, devant les formes sévères, il faut transférer un patient dans un centre spécialisé, surtout si un geste interventionnel a été indiqué pour le patient. Ça a été prouvé que la mortalité diminue dans les centres spécialisés de 26% par rapport au centre à bas débit. Est-ce qu'on peut prévenir la survenue du syndrome inflammatoire? Oui, le seul moyen, c'est la rééquilibration hydroélectrolytique qui devrait être rapide dans les 24 premières heures. Il ne modifie pas le risque d'extension de la nécrose, mais il diminue le risque de syndrome inflammatoire, de défaillance d'organes et de mortalité par pancréatite aiguë. Les antibiotiques, ça n'a pas changé. La réponse est non. Il n'y a pas d'intérêt de l'antibiothérapie préventive dans la pancréatite aiguë. Ça a été confirmé par une récente méta-analyse de 14 essais cliniques. Donc, aucun intérêt. Pour la nutrition, la pancréatite aiguë, le traitement est basé sur l'équilibration hydroélectrolytique, mais également sur la nutrition. La nutrition devrait être rapide dans la pancréatite aiguë bénigne non grave dès que les douleurs diminuent et dès que les marqueurs d'inflammatoire s'améliorent, donc le plus vite possible.
il n'y a pas vraiment un intérêt de commencer par une alimentation légère ou solide. Il n'y a aucune différence. On peut commencer par une alimentation légère, liquide, ou comme une alimentation solide. Quand est-ce qu'il faut-il faire une nutrition artificielle? Nutrition artificielle, ça veut dire soit une nutrition par voie parentérale, soit une nutrition entérale par son nasogastrique ou naso-jejunal. Quand est-ce qu'il faut la faire? Chez tous malades qui ont une pancréatite aiguë sévère, il faut faire une nutrition artificielle. Donc, comment choisir entre entérale et parentérale? Toutes les études convergent vers la supériorité de la nutrition entérale par rapport à la nutrition parentérale, et ceci en plusieurs points, en prévention d'infections systémiques, en prévention de défaillance d'organes, de nécessité d'intervention chirurgicale et même de mortalité par pancréatite aiguë. Alors, cette nutrition entérale, quand est-ce faut-il l'introduire? Là également, même dans la pancréatite aiguë sévère, on peut l'introduire le plus possible, moins de 48 heures. Et c'est surtout pour prévenir l'infection de nécrose qui est secondaire aux translocations bactériennes. Ça a été aussi prouvé par une petite étude récente. Donc, par quelle voie qu'on va choisir pour cette pancréatite, pour cette nutrition artificielle, soit par voie nasogastrique ou nasojejunale? Deux essais randomisés de petits effectifs qui n'ont montré aucune différence entre les deux voies gastriques ou jejunales. Donc la voie gastrique, elle est également sûre, elle est efficace et elle a en plus l'avantage d'être facile et au lit du malade sans recours à une endoscopie ou à une anesthésie générale. Donc, reste-t-il une place pour la nutrition parentérale? La place est très réduite, seulement s'il y a impossibilité ou intolérance de l'alimentation entérale, par exemple le syndrome de compartiment abdominal. Et dans ce cas, il faut toujours guetter le moment opportun pour passer et switcher vers une nutrition entérale. Quelle est l'indication de la sphinctérotomie dans les pancréatites aiguës? L'indication certaine, c'est quand il y a association avec l'angiocolite. Là, il faut réaliser une sphinctérotomie en urgence. Indication probable en cas d'obstruction biliaire associée à une pancréatite aiguë, sinon aucune contre-indication dans ce cadre de pancréatite aiguë. Alors, quand est-ce qu'il faut-il faire cette CPRE? En urgence, bien sûr, s'il y a une angiocolite associée. Au-delà, aucune preuve pour le moment optimal de réaliser cette CPRE et sphinctérotomie. On peut la faire rapidement, quand on peut tarder, il n'y a aucune différence. Passons à la nécrose. Les indications de la ponction en cas de nécrose, c'est la même chose, ça n'a pas changé depuis. C'est quand on a un patient qui ne s'améliore pas cliniquement ou qui se détériore, avec absence de signes d'imagerie claire d'une infection de nécrose. À ce moment, il faut réaliser une ponction de la nécrose, à savoir qu'elle est faussement négative dans 12 à 25% des cas. La nécrosectomie, là aussi, quand elle est indiquée, c'est indication indiscutable, c'est en cas d'une infection de nécrose prouvée radiologiquement ou documentée, et en cas d'apparition d'une défaillance, même sans preuve d'infection. Dans 40% des cas, il s'agit d'une nécrose infectée. Là, j'attire l'attention que chez un petit nombre de patients, ça c'est très important, qui ont une infection même prouvée, mais qui restent stables cliniquement et biologiquement, et peuvent être gérés par les antibiotiques seuls. Donc, devant cette nécrose, comment faire une stratégie interventionnelle? Là, ça nécessite une discussion multidisciplinaire comportant le chirurgien, l'endoscopiste et le radiologue interventionnel. On passe du moins, ce qui est recommandé, ce qui est changé également, parce qu'avant c'était la chirurgie systématique, mais là actuellement, dans les dernières recommandations, la chirurgie elle passe en dernier lieu. Et on commence par le moins invasif vers le plus invasif, par un drainage rétropéritonéal radioguidé ou par voie transluminale endoscopique. Et en dernier lieu, si nécessaire, une nécrosectomie endoscopique ou chirurgicale. Le dernier point à discuter, quand est-ce qu'il faut-il faire la cholécystectomie? Dans les pancréatites aiguës bénignes, là ça n'a pas changé, c'est le plus vite possible, dans la même hospitalisation. Il y a même des auteurs qui la font avant la réalimentation des malades. Chez les patients âgés, on peut s'abstenir de la cholécystectomie, patients âgés qui ont un risque opératoire. En particulier, c'est une sphinctérotomie a été effectuée.
Donc, dans les pancréatites aiguës graves, précocement, il ne faut pas faire de cholecystectomie. Ça a été prouvé que ça donne plus de plaies biliaires par difficulté technique et ça augmente les incidences de collections infectées. Donc, il devrait être retardé au minimum 6 semaines jusqu'à ce que les collections soient organisées. Et ça a été dans une étude, il a montré qu'après sphinctérotomie et dans le délai d'attente, il n'y a aucun cas de récidive de pancréatite aiguë durant ce délai. Donc dans cette situation, soit laisser le malade sous alimentation entérale exclusive, soit proposer une CPRE avec sphinctérotomie en attendant une cholecystectomie ultérieure. Donc je conclus avec les points forts de ces recommandations de cette conférence. La lipasémie devrait être réalisée en urgence une seule fois. Donc il n'y a pas d'indication dans le suivi. Pour l'étiologie, il faut commencer par un dosage en urgence des transaminases, des triglycérides, de la calcémie et une échographie également aux urgences. La sévérité de la pancréatite aiguë, elle est basée actuellement sur le score de syndrome inflammatoire systémique. Le scanner n'est pas systématique sauf si besoin et seulement si besoin de réaliser un scanner. Nutrition entérale, c'est le seul traitement médical ayant un effet positif sur la mortalité. L'antibiothérapie prophylaxétique est décommandée. Le traitement de la nécrose infectée nécessite une approche multidisciplinaire et une stratégie dite par STEPAT, qui du drainage radiologique jusqu'à drainage chirurgical. Et finalement, le traitement de la lithiase biliaire repose sur une cholecystectomie rapide en cas de pancréatite bénigne. Et une sphinctérotomie, une urgence, n'est indiquée de façon formelle qu'en cas d'angiocolite associée. Je vous remercie.